Le musée des Beaux-Arts est aujourd'hui installé dans le somptueux palais dit Kochubey-Thompson. Il a eu bien sûr une vie avant d'être installé dans ce magnifique bâtiment. Les œuvres ont notamment été présentées au palais Bréhat, au croisement entre la rue d'Ancy et l'avenue Notre-Dame. Les œuvres ont également été présentées dans la galerie Portalier, boulevard du Bouchage. Mais en 1928, après 3 ans de travaux par la ville de Nice, le musée des Beaux-Arts Jules Chéret a ouvert ici, au 33 avenue des Baumettes. Ce palais bénéficiait originellement d'un jardin très fertile, couvert d'orangers et de citronniers, qui descendait jusqu'à la mer, ce qui est aujourd'hui la promenade des Anglais. Il s'élève sur 4 niveaux, un premier niveau rez-de-jardin, puis un rez-de-chaussée avec de somptueux salons, un premier étage et enfin les combles qui étaient réservés aux domestiques. Ce palais a eu une histoire assez longue. Tout d'abord, c'est la princesse Elisabeth Kochubey, princesse d'origine ukrainienne, qui décide de sa création. Elle fait pour cela appel à l'architecte Antonio Croce, ou en tout cas on en est presque sûr. Et malheureusement, 5 ans après le début de la construction du palais, celui-ci décède. La princesse Kochubey vend alors le palais inachevé à James et Anne Thompson, qui vont faire achever la construction par l'architecte Constantin Scala, qui était lui-même élève d'Antonio Croce, et faire modifier légèrement les plans. C'est ensuite la famille Thompson qui va y résider le plus longtemps et y organiser d'extraordinaires fêtes. À l'origine, la façade n'était pas dans ces tons orangés. À l'origine, la façade était blanche, comme beaucoup d'autres monuments de la ville de Nice. C'est un ravalement de façade à la fin des années 70 qui a donné ses couleurs au palais. Mais il est probable que dans les années qui viennent, il retrouve ses couleurs originelles. Au début des années 1920, le palais va être revendu par Anne Thompson suite au décès de son époux et il va être racheté avec son terrain par un certain Cravetto qui va morceler le terrain. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, le jardin du musée, le jardin du palais est beaucoup plus réduit qu'originellement. Et ce n'est qu'en décembre 1925 que la ville, sous la pression des artistes locaux, notamment très engagés en faveur des Beaux-Arts, va racheter le palais pour y installer son futur et définitif musée des Beaux-Arts. Il est fortement probable que le premier architecte de ce bâtiment soit Antonio Croce. Les palais déjà existants des Kochubey s'inspirent déjà de la Renaissance. Mais pour ce palais-ci, Antonio Croce s'inspire, lui, du maniérisme et notamment de l'architecture de Michel-Ange. Et ça, c'est très particulier, c'est le seul exemple d'architecture néo-Michel-Ange que l'on va pouvoir trouver sur la Côte d'Azur. L'escalier qui se trouve derrière moi est un escalier de type impérial. Il commence avec une première volée de marche, puis s'élargit avec 2 autres volets qui remontent. Cet escalier, cette entrée en matière, était en réalité une entrée en scène, une mise en scène, et qui donnait à l'architecture du lieu une dimension tout à fait théâtralisée. Il faut imaginer que lors des grandes réceptions données par Madame Thompson dans cette somptueuse demeure, les escaliers étaient jalonnés de dizaines de domestiques déguisés en hallebardiers et qui donnaient une impression très forte, évidemment, aux prestigieux invités qui entraient dans la demeure. Comme on le voit, l'ensemble du palais, murs et plafonds, était décoré avec des peintures à fresques. Ces peintures sont de style néoclassique et elles montrent des petites scénettes inspirées de l'Antiquité. Le projet actuellement est de les remettre à jour. Mais il faudra trouver un moyen de continuer à présenter nos œuvres malgré la présence, bien sûr, de ces peintures, mais aussi avec la volonté de les remettre en valeur.
Le palais Kochubé-Thompson présente de nombreuses particularités architecturales, dont celle d'avoir une salle de réception à l'étage. Habituellement, l'étage était réservé pour les espaces privés, les chambres par exemple. Mais ici, Anne Parson, épouse Thompson, a décidé de mettre en scène son palais et au sommet des escaliers d'imaginer une immense salle de bal. Cette salle de bal impressionnait toujours beaucoup l'assistance, d'autant qu'à chaque nouvelle festivité, une décoration tout à fait innovante était mise en œuvre. En partie supérieure, on peut observer des balcons. Encore une fois, tout était polychrome, hein. On avait par exemple les balustres des balcons étaient en terre cuite, et donc on avait une belle couleur de terre rouge, argileuse, qui rehaussait cet élément d'architecture. Sur les balcons, donc, étaient installés les musiciens et les chanteurs. Le piano derrière moi a été réalisé en ébène par la maison Erard, le sculpteur charpentier et le peintre Albert Besnard. Il a été offert au musée juste après la Seconde Guerre mondiale par la baronne Malvina Vita. Elle-même était pianiste, mais elle nous permet aussi d'évoquer deux autres pianistes qui ont été maîtresses en ces lieux. Je pense tout d'abord à la princesse Élisabeth Kochubé, qui a rédigé, qui a composé plusieurs romances, à la fois en français et en russe, qui ont été publiées et certainement beaucoup jouées par ses contemporains. Je pense aussi à celle qui a réellement habité ces lieux et qui a organisé de somptueuses fêtes, qui était Anne Parson, mariée à James Thompson, donc Madame Thompson, qui était également reconnue pour ses talents de pianiste. Régulièrement, le musée des Beaux-Arts Jules Chéret invite des musiciens et notamment des pianistes pour continuer de faire vivre cet instrument. Au revers du couvercle, on découvre un fond laqué d'or, au milieu duquel s'épanouit une figure féminine dénudée. Celle-ci est en réalité une allégorie de la musique en pleine extase. Le long de la façade sud, les salles s'organisent en une enfilade de 4 gigantesques salons. Ces salons d'apparat étaient bien sûr destinés aux réceptions, recevoir les invités, les comtes et les comtesses, les princes et les princesses qui régulièrement se rassemblaient ici. C'était un véritable lieu de sociabilité dans lequel résonnaient toutes les langues de l'Europe. À l'origine, l'ensemble des murs et des plafonds était peint à fresque, comme on peut le voir aujourd'hui dans l'un des salons centraux avec cette figure féminine qui évolue avec 2 poutis sur un fond de ciel azur. On peut voir ici l'autoportrait d'Alexis Mossa. Alexis Mossa a été le premier conservateur du musée. Il a été surtout celui qui, toute sa vie durant, s'est battu au sein de la Société des Amis des Beaux-Arts pour qu'existe un vrai musée des Beaux-Arts digne de la ville de Nice. Malheureusement, il décède en 1926, juste après l'achat du palais Kochubé-Thompson par la ville. Il ne verra donc pas le musée inauguré. Mais c'est son fils, Gustave Adolphe Mossa, que l'on peut voir juste ici, dans un autoportrait également, qui va reprendre le flambeau et qui va finalement réaliser le rêve de son père, faire fonctionner un grand et beau musée des Beaux-Arts pour la ville de Nice. Celui-ci est un personnage très important pour l'histoire du musée, puisqu'il va rester en poste de 1926 à son décès en 1971.